Donc, je suis Philippe Ellu, je suis professeur à l'Université de Strasbourg en mathématiques appliquées. Et je vais pas dire que je suis un amateur en calcul scientifique, mais je pense que comparé aux experts qui est dans la salle, c'est vraiment parler de mes expériences. Bon, c'est un peu expérimental, hein. Donc, pendant le confinement, je me suis passionné pour Rust, qui est un langage très intéressant. En fait, j'avais fait encore un énième bug idiot de dépassement de tableau en C ou un truc comme ça. Et j'avais vu qu'on pouvait les éviter avec Rust, donc j'ai un peu regardé comment ça marche. Et en fait, j'ai trouvé ça vraiment rigolo, donc j'ai essayé d'avancer un peu et d'aller un peu plus loin. Alors, pour ceux qui ne connaissent pas, d'abord, dans la salle, qui programme en Rust? Régulier, d'accord. Il y en a au moins un, d'accord, ouais. Un peu après, il y a ceux qui ont fait Mumuse avec pour voir à quoi ça ressemble, hein. Donc, je rappelle, Rust en anglais, ça veut dire rouille. Euh, donc, c'est un langage qui a été créé il y a plus de 10 ans maintenant. Et l'idée du créateur, Graydon Orr, c'était d'utiliser uniquement des vieilles idées, mais solides, pour éviter de faire des trucs un peu trop fancy. Et donc, Old, c'est rusty, rouillé, en fait, hein. Je pense que Rust, ça vient de rouille au départ. Alors, il y a quelques caractéristiques. Ah, oui, mais je veux rester en sourdine. Ok. Donc, les caractéristiques, c'est qu'à la compilation, avant de lancer votre programme, vous avez des garanties qu'il n'y aura pas de fuite de mémoire, pas de segfault. Vous savez aussi que c'est impossible de ne pas initialiser la mémoire. Vous ne pouvez pas convertir des types cachés. Par exemple, vous ne pouvez pas avoir des conversions cachées entier vers flottant ou simple précision vers double précision. Et ensuite, quand vous avez des boucles, quand vous les parallélisez avec des itérateurs parallèles, vous avez des garanties que le code séquentiel va donner exactement les mêmes, enfin le code parallélisé va donner exactement le même résultat que le code séquentiel. Donc c'est comme si au moment où vous faites votre OpenMP, vous êtes sûr que ça donne exactement la même chose. Voilà. Ça ne compile pas. De toute façon, s'il y a un problème, ça ne compile pas. Et alors ça, c'est basé sur un système de propriété, c'est-à-dire que les variables ne peuvent appartenir, quand elles sont en écriture, elles ne peuvent appartenir qu'à une seule personne, en gros, quelqu'un, il y a une seule entité qui peut écrire dedans. Et si vous les partagez avec plusieurs, il ne faut pas que ce soit en écriture, hein. Bon, c'est les mêmes idées que dans StarPU, hein, bien sûr. Mais là, la différence, en fait, c'est que des vieilles idées, mais il y a le compilateur qui empêche de ne pas les appliquer. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, Rust, c'est ça. C'est au départ, vous pouvez faire tout ce qui est fait en Rust, vous pouvez le faire dans n'importe quel autre langage, sauf que le compilateur ne vous oblige pas à le faire, alors que là, vous êtes obligé. Alors, ça a l'air idiot comme ça, mais ça marche, parce qu'après, on élimine quand même beaucoup de bugs grâce à ça. Et puis après, bon, après, il y a des petits trucs. Bon, il y a Cargo, ça remplace CMake d'Oxygène, CTest, Anaconda, dans une seule utilitaire. Et puis après, il y a des gens qui avaient trouvé que c'était le langage dont ils étaient le plus tombés amoureux sur bon, ça, c'est anecdotique. Alors, je vais donner un petit exemple. Donc là, vous avez un schéma de différence finie pour résoudre l'équation des ondes. Donc, vous voyez ici, vous avez une variable i, c'est la variable d'espace, hein, du tableau à une dimension ici. Ensuite, vous avez n, c'est la variable de temps. Et le schéma saute-mouton, c'est un schéma qui permet de résoudre l'équation des ondes que j'ai écrite ici, avec deux pas de temps. C'est-à-dire vous calculez le pas de temps n plus 1 en connaissant les valeurs spatiales au pas de temps n-1 et n. Donc c'est un schéma qui est extrêmement simple. Et je voulais juste vous montrer à quoi ça ressemble en Rust. Alors, évidemment, c'est pas... Donc ça ressemble beaucoup à du C dans les boucles, hein. Donc par exemple, vous voyez, vous avez le pas de temps n-1, le pas de temps n plus 1 qui sont stockés dans des tableaux avec un indice i comme en C. Et puis la boucle d'avancée, elle est écrite ici, donc il n'y a vraiment rien d'extraordinaire dans l'écriture en tout cas. Voilà. Et après, ce code, donc ça c'est la version un peu naïve de Rust, c'est-à-dire vous avez la version où vous utilisez les tableaux comme des tableaux C classiques. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est de réécrire ça avec des itérateurs. Donc ça, je pense que... Donc là, j'ai réécrit, vous voyez, vous avez ici la boucle qui calcule un plus 1 à partir de un-1 et de un, avec un calcul explicite de la boucle. Et en fait, ce que vous pouvez faire, Donc vous avez la possibilité de réécrire ça avec des itérateurs.
Donc là, vous voyez, par exemple, j'ai créé toute une série d'itérateurs. Je pense que ça va être, je ne connais pas les itérateurs en C++, en fait, j'en fais pas trop. Dites-moi si c'est pareil. Est-ce qu'on peut créer des objets comme ça qui sont en fait des descriptions des tableaux dans lesquels on fait des itérations? Oui, donc ça va être pareil. Donc là, vous voyez, là, je décris un tableau dans lequel je vais déclarer, je vais parcourir mon tableau décalé d'un cran vers la droite. Ensuite, il y a le tableau décalé d'un cran vers la gauche, le tableau qu'on décrit sans le décaler. Et ensuite, on zip les itérateurs entre eux, c'est-à-dire on les colle entre eux pour pouvoir balayer toutes les variables ensemble. Et en fait, ce qui se passe, c'est que quand vous faites la boucle ici, vous voyez que j'ai déclaré l'itérateur sur la variable d'après comme étant une variable mutable. OK, donc celle-là, donc ça, c'est un itérateur parallèle sur le tableau U à l'étape n+1. J'ai un itérateur parallèle. Et il est mutable, évidemment, puisque je dois modifier les valeurs du tableau. Donc ça paraît logique. Et ensuite, les autres tableaux, je n'ai pas le droit en Rust, tous les autres tableaux que je parcours dans des itérateurs, je ne peux pas les parcourir en mutable, c'est-à-dire je ne peux pas les modifier, sinon le compilateur n'accepterait pas cette boucle ici. Donc vous voyez ici, c'est la boucle écrite avec des itérateurs, et le compilateur Rust, il accepte ce calcul parce que ici j'ai un itérateur mutable, alors que ici il n'est pas. Donc là, je ne peux pas réaliser la boucle parce qu'il y a un seul accès au tableau, il y a un seul tableau en gros qui est accédé. Enfin, en gros, le tableau Unext n'est accédé qu'une fois en écriture et pas à la fois en écriture et en lecture. Donc la parallélisation, en fait, elle est facile. Alors ça a l'air idiot comme ça, mais ça permet de faire des écritures de code assez rapides. Alors après, donc ça c'était juste un exemple. Si vous, voilà. Alors, donc là, il y a tout ce que j'ai dit ici, c'est un résumé. Donc les variables par défaut, c'est des constantes. Donc, quand on déclare une variable en Rust, elle est const par défaut. Quand on passe un objet à une fonction, un objet qui est complexe, hein, c'est-à-dire avec des allocations de mémoire par en dessous, etc., quand vous le passez à une fonction, vous ne pouvez plus vous en servir. Il est donné. Donner ses données, reprendre ses volets. Donc ça peut être un peu chiant quand on programme, mais ça a un gros intérêt en termes de fiabilité du code, puisqu'on est sûr qu'on ne fera pas de bêtises. Donc là, c'est ce que j'ai dit, hein, vous pouvez avoir une seule référence mutable ou plusieurs références non mutables. Bon, après, il y a comme c'est un peu. Comme c'est une façon de programmer qui est un peu différente, il y a le compilateur qui a été bien fait, qui vous donne des messages qui vous aident à corriger vos bugs quand vous êtes débutant. Voilà. Et il y a ce parallélisme automatique, c'est-à-dire à partir du moment où vous avez écrit votre code avec des itérateurs, vous remplacez le iter par iter et ça se parallélise. Voilà. Donc en 2D, là, il y a le même code. Donc je vais résoudre maintenant l'équation des ondes en 2D avec le schéma saute-mouton. Donc c'est pareil qu'avant, sauf qu'on est en 2D. Donc ici, vous avez I et J, c'est les indices. Imaginez, vous avez un carré en espace avec des indices IJ, et vous voulez calculer la solution au pas de temps n+1 à partir des solutions au pas de temps n-1 et n. Et vous avez cette fois-ci une grille 2D avec des conditions limites sur les bords. Donc en I égale 0, I égale n, J égale 0, J égale n. Donc là j'ai recyclé un tutoriel que j'avais fait, donc je ne vais pas montrer le code, hein. Mais en gros, ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut définir, comme en C++ et comme dans tous les langages normaux, on peut définir un objet de type tableau à deux variables. Donc on peut surcharger l'opérateur pour accéder au tableau. Alors ce qu'il y a, c'est que là, comme il y a une distinction entre les variables mutables et non mutables, il faut surcharger l'accès mutable pour modifier le tableau et l'accès non mutable pour juste le lire. Donc, il y a des petites variations comme ça. On peut aussi templater le tableau suivant le type qu'on veut mettre dedans. Et puis après, donc, là, je ne vais pas vous montrer le code parce que je voudrais plutôt parler de la partie OpenCL. Mais en gros, ça, on peut faire en Rust tout ce qu'on fait dans les autres langages avec toujours cette distinction importante entre les accès mutables ou non mutables. OK. Alors, là, maintenant, je vais parler de la petite bibliothèque, de mon retour d'expérience que j'ai avec OpenCL.
Donc, j'imagine que vous connaissez tous OpenCL dans la salle. Oui. Qui s'en est servi déjà? Mais vraiment, c'est-à-dire avec des appels. Bon. En fait, OpenCL, c'est CUDA. Je pense que c'est une copie dans l'esprit de CUDA. Enfin, CUDA, évidemment, c'est devenu beaucoup plus gros. Maintenant, il y a du C++, c'est devenu quelque chose qui est beaucoup plus riche en termes de fonctionnalité et d'abstraction. Mais au départ, c'était vraiment les mêmes idées, hein, je pense. Il y a un peu le même principe. Donc, vous avez des- en fait, c'est du SIMD avec plein d'opérations qui sont faites en même temps. Vous avez une seule unité d'instruction pour tout un paquet de données. Et c'est ça qui permet d'accélérer les calculs de façon spectaculaire sur des matériels adaptés. Et il y a plusieurs... alors, si vous faites de l'OpenCL, je ne sais pas si vous avez déjà essayé, mais quand vous faites en C pur, c'est un peu la galère. C'est quand même un peu lourdingue parce que vous avez votre code. En gros, le code de calcul, ce qui est dérivé des shaders OpenGL, ça fait 10 lignes. Et le code, tout ce qu'il faut pour préparer la bibliothèque, l'appeler, préparer tout le machin, c'est au moins 10 fois plus de lignes de code que, voilà. Alors ensuite, vous avez la version C++, qui est un peu allégée, mais qui reste quand même encore un peu lourdingue. Et il y a une bibliothèque que j'aime beaucoup, et que vous connaissez certainement, qui est PyOpenCL. Donc, c'est un wrapper en Python pour faire des appels OpenCL qui a été développé par Andreas Klöckner, que vous connaissez aussi peut-être sans doute, et qui a fait aussi PyCUDA. Donc, en gros, avec PyOpenCL, il y a tout le boiling plate, donc tout ce qui est la préparation de la librairie pour la bibliothèque pour pouvoir s'en servir est allégé et c'est beaucoup plus facile à utiliser. Et moi, j'avais envie de faire la même chose en OpenCL, donc j'ai fait en Rust, pardon, en Rust. Donc ça m'a permis, en fait, c'était pour apprendre Rust au départ que j'ai fait ça, et il s'est trouvé qu'en fait, c'est un truc que j'aime bien utiliser, parce qu'en fait, c'est assez pratique. Donc là, ce que ça m'a permis d'apprendre, c'est les C bindings. Donc, en gros, c'est comment est-ce qu'on fait pour appeler une librairie C à partir de Rust. Donc là, il y a des outils qui sont faits, qui sont pas mal. En gros, il y a un truc, j'ai oublié le nom, c'est Bingen, je crois, qui permet de générer automatiquement à partir des headers un espèce de template qui permet d'appeler la bibliothèque. Et en général, sur les dépôts officiels de Rust, vous avez directement le wrapper minimaliste qui est que vous pouvez déjà télécharger, donc qui est pratique. Alors ensuite, dans Rust, il y a quelque chose dont je ne vous ai pas parlé, c'est que euh, le compilateur interdit plein de choses, notamment d'avoir deux accès mutables, un accès mutable et immutable dans une même boucle, par exemple. Mais il y a des fois, on est quand même obligé de le faire. Et donc, à ce moment-là, il faut marquer la zone du code. On essaie de ne pas en avoir dans les codes en général, mais des fois, on est quand même obligé. On essaie d'avoir une zone unsafe. Et donc, quand on entoure un code Rust en unsafe, c'est-à-dire qu'on a le droit de faire des choses que normalement le compilateur interdit. Donc là, quand on appelle par exemple, quand vous appelez un kernel OpenCL ou un kernel CUDA à partir de Rust, comme cette fois-ci, il peut y avoir des dépassements de tableau dans votre kernel, c'est évidemment du code qui n'est pas contrôlé par le compilateur Rust et pour lequel il peut se passer des trucs qui ne sont pas prévus au départ. Donc on doit l'encapsuler dans un truc unsafe. Et ce dont on est certain, c'est que si, quand vous lancez votre code, il y a marqué segfault, eh ben, c'est forcément à cet endroit-là qu'il s'est passé un truc pas catholique, puisque c'est là que vous avez localisé votre... Voilà. Alors après, il y a toute une histoire de... Quand vous avez du code unsafe, il y a OpenCL qui gère la mémoire. Donc dans la bibliothèque minicl que j'ai faite, j'ai dû faire gaffe à... quand je passe un tableau à OpenCL, ben, il faut que je transfère à OpenCL la gestion de la mémoire pour la libération de mémoire, donc il faut faire un peu gaffe aussi. Et ensuite, quand je récupère un tableau à partir de OpenCL vers Rust, il faut que je retransfère la gestion de la mémoire à Rust. Donc, il y a toute une petite gymnastique à faire. Et ensuite, il y a les macros aussi, parce que c'est comme dans PyOpenCL, quand vous lancez un kernel dans PyOpenCL, en fait, le kernel, il a un certain nombre de variables. En fait, un kernel, c'est une fonction, hein. Donc, vous avez un certain nombre de variables qui sont passées à la fonction. Et ce nombre de variables, ça peut dépendre de la taille du nombre de variables. Donc, il faut faire des macros pour avoir ce nombre de variables
ce nombre variable de variables, si vous voulez, pour pouvoir gérer les macros. Voilà. Et alors, je vais vous montrer ce que ça donne sur un petit code. Je vais vous montrer d'abord à quoi ça ressemble. Donc, je vais vous montrer juste comment on s'en sert sur un exemple extrêmement simple. L'exemple simple, ici, on peut cacher ce machin ou... Donc, vous connaissez tous l'exemple, c'est le Hello World du GPU. C'est comme CUDA, c'est comme dans CUDA, hein. On veut faire on veut additionner un entier X à toutes les composantes d'un vecteur V. Voilà. Et donc, en OpenCL, vous avez un petit code C qui est ici qui fait ça. Donc, vous avez en gros I, c'est l'indice de boucle qu'on récupère avec une fonction qui est OpenCL, hein, qui est getGlobalID. Donc ça vous donne... en gros, c'est le NPI rank de OpenCL, hein, ou je ne sais pas comment. Et en CUDA, c'est quoi? C'est ouais, thread ID, voilà, c'est ça. D'accord, ok, ouais. Donc là ça, c'est voilà le code OpenCL classique. Donc là, je le convertis en une chaîne de caractères. Ensuite, bon, il y a là, à la limite, ça, vous pouvez avoir sur un poste de travail, vous pouvez avoir plusieurs accélérateurs OpenCL. Vous pouvez avoir un GPU AMD, un GPU NVIDIA. Tout à l'heure, tu parlais d'un IGPI Intel voilà, on peut avoir plusieurs euh, accélérateurs OpenCL. Donc là, on demande à l'utilisateur lequel il veut utiliser, s'il y en a plusieurs. Et ensuite, on construit un objet un peu opaque dans lequel j'ai foutu tout le fourbi. Alors, c'est un peu cochon. C'est une grosse cochonnerie dans laquelle il faut mettre tous les, toutes les variables qui intéressent OpenCL. Ensuite, ce que vous savez ou que vous ne savez pas, c'est que les kernels OpenCL, en fait, ils sont compilés à l'exécution. C'est-à-dire que le code source que j'ai donné ici, contrairement à CUDA où il y a une compilation avant de lancer le code, là, ça dépend. Bon, ça dépend des cas. Là, en gros, on compile le code à la volée. OK? Donc là, quand je crée mon machin, là, le code source est compilé, en fait. Et ensuite, je vais extraire du code source compilé les fonctions qui m'intéressent. Donc là, j'ai une seule fonction, c'est la fonction simple add. Voilà. Donc ça, en gros, c'est le boiling plate qui est fortement réduit par rapport à... Pour ceux qui ont fait l'OpenCL, il y a beaucoup moins que d'habitude, hein. Et alors ensuite, il faut gérer des appels à la fonction qu'on vient de créer. Alors moi, j'ai fait un truc qui est très dans l'esprit de Rust, je pense, c'est que je crée un tableau. Donc là, vous voyez, ça, c'est l'instruction qui permet de créer un tableau en Rust avec 12 composantes. Ensuite, je l'enregistre auprès de mon objet OpenCL pour le prévenir qu'il va avoir accès à un tableau. Voilà. Et à partir du moment où j'ai fait ça, en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que V, c'est un tableau officiel, comme un tableau C, un dentier. Mais en revanche, le V qui est ici, c'est un objet c'est mon ticket, en fait. Quand je fais ça, quand je fais register buffer, dans l'esprit OpenCL, l'objet V, j'y ai plus accès, en fait. Je l'ai donné à la fonction, d'accord? Je l'ai donné à la consigne, si vous voulez, et j'ai récupéré un ticket de consigne que je lui donne le même nom, mais en fait, ce n'est pas du tout le même type, hein. Vous voyez ici, ça, c'est un objet, c'est un tableau d'entier, alors que ici, en fait, c'est un pointeur vers le tableau. Donc ça, c'est mon ticket de consigne. V, maintenant, c'est mon ticket de consigne. Et je ne peux plus faire V de I. Si j'essaye de faire V de I, il y a le compilateur Rust qui va dire je drague faire button. D'accord, interdit. Donc ensuite, je lance mon kernel. Donc là, je lance la fonction, j'appelle la fonction. Donc ça, c'est comme dans PyOpenCL. Vous avez les variables. Les variables, elles sont juste au-dessus. Donc vous avez V et X, c'est les deux variables de ma fonction. Et il faut lui donner des variables supplémentaires. Il faut dire donc quel est le kernel, quelle est la fonction qu'on va appeler, sur quel device OpenCL et quel est le nombre de termes qu'il y aura dans la boucle. Donc ça, c'est comme dans PyOpenCL. C'est des trucs qui disent quelle est la taille de la boucle, en gros, et où est-ce qu'on va la faire tourner. Donc je lance mon calcul. Donc là, mon calcul a été lancé. Et ensuite, si je veux voir ce qu'il y a dans le tableau,
il faut que je le récupère. Donc, je vais à la consigne, je donne mon ticket de consigne et je récupère mon tableau. Donc, c'est ce que je fais ici quand je fais euh, le map buffer. OK? Alors, ce qui est intéressant ici, c'est que si par exemple je suis sur un Mac, la fonction map dans OpenCL, elle ne fait pas de copie physique. C'est-à-dire que comme la mémoire est partagée, c'est juste il y aura des synchronisations de cache et ensuite je peux accéder à mon tableau pour de vrai. Et si c'est un GPU NVIDIA discret, bah là, il y a une copie par le bus PCI Express et tout le tremblement. Mais ça dépend des cas. Donc là, le map unmap, ça peut être quelque chose qui est zéro copie, ça dépend du matériel que vous avez derrière. Alors je regarde, donc je l'imprime, et ensuite je le rends au GPU, donc je redonne à la consigne, je récupère un autre ticket, et je recommence. Voilà. Bon, donc voilà le principe de fonctionnement de cette bibliothèque qui est extrêmement simple. Mais le gros avantage, c'est que si vous avez par exemple plusieurs accélérateurs, vous êtes certain, normalement, au moins il y a quelques certitudes, c'est que vous ne pouvez pas écrire dans un tableau pour lequel un calcul n'a pas encore été terminé, le donner à un voisin. Enfin, vous êtes à peu près certain. Il y a des bugs certainement dans ma lib, mais s'il n'y a pas de bug, en tout cas, vous êtes à peu près certain que dans l'esprit, que vous aurez pas de... Vous n'allez pas vous marcher sur les pieds, notamment si vous lancez plusieurs calculs en même temps et que vous voulez synchroniser des calculs. Voilà. Alors ça, c'était un exemple, euh, c'est l'exemple élémentaire, puis après j'ai un autre exemple où il y a... Là, on résout l'équation des ondes. Donc l'équation des ondes que je vous ai montrée, je la résous donc avec des kernels OpenCL. Donc il y a un premier kernel OpenCL qui initialise, qui prend une condition initiale. Ensuite, vous avez un deuxième kernel qui fait des pas de temps, qui fait un pas de temps. Et ensuite, donc là, je ne vais pas rentrer dans les détails, hein, ça, c'est du C, en gros, hein. Et ensuite, le driver, si vous voulez, c'est je commence par, c'est un peu la même chose que tout à l'heure, hein. Donc, je commence par lire le code source. Ensuite, dans le code source, je vais faire des remplacements, des substitutions pour remplacer la taille des tableaux pour avoir des accès tableaux plus rapides. Donc, je remplace tout ça par des... Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en gros, plutôt que d'avoir des variables constantes dans le kernel, je mets carrément en dur dans le code source du kernel pour gagner un peu de mémoire et pour aller plus vite. Voilà. Et ensuite, après, on peut lancer ça. Donc là, je vais faire cargo run. C'est web 2D, je crois. Et donc, ça compile. Ensuite, il me demande sur quelle plateforme je vais lancer. Là, je n'ai pas le choix. J'ai qu'un accès, j'ai qu'un GPU, c'est le GPU du Mac, hein. Et ensuite, le calcul tourne. Il faut rapatrier les données, c'est ça qui explique que c'est un peu long, parce qu'il faut les... Enfin, pardon, ça passe par Matplotlib pour le tracer, donc ça prend un certain temps. Et donc là, vous voyez, au départ, j'avais une condition initiale qui était localisée au milieu du domaine de calcul, le calcul se fait. Et donc là, ce qui est intéressant, c'est que vous voyez, à ma grande surprise, quand j'avais programmé ça, je constatais que les drivers OpenCL de Mac, en fait, ils sont tout à fait à jour, ils marchent très bien, y compris sur les M3 collègues, c'est des drivers qui sont fiables et bien entretenus, en fait. Et aussi, j'ai constaté récemment que NVIDIA, ils étaient passés à OpenCL 3. Donc en fait, curieusement, les drivers OpenCL, ils évoluent plutôt dans le bon sens. C'est plus très à la mode OpenCL, mais c'est entretenu de façon à peu près correcte, quoi. La pelouse est tondue, je dirais. Voilà. Donc, voilà. Donc, en gros, ce truc-là, je l'ai testé. Donc je l'ai testé sur mon Mac, sur des GPU NVIDIA, sur des GPU AMD. Donc j'ai fait sur des V100, sur des MI 210. Sous Windows, ça passe sur une bibliothèque qui s'appelle POCL qui paralyse sur CPU. Donc c'est portable. C'est aussi fort que Cocos, il ne faut pas exagérer non plus. Mais en tout cas, il y a pas la performance, il n'y a pas la conservation de la performance, mais en tout cas, le même code sans modification, il tourne sur plusieurs architectures différentes. Voilà. Bon. Ouais, donc après, j'avais prévu d'autres trucs, mais je vais pas. Après, je fais de la MHD, j'ai fait des tests de performance pour vérifier qu'avec ce code, j'arrivais à avoir les bonnes bandes passantes mémoire, notamment pour les cartes V100. J'arrive à obtenir. Ça va vite, quoi. En gros, c'est normal, il n'y a pas de surprise. Et puis après, il y a les. Mais ça, c'est du Rust. Là, il n'y a plus de GPU. Là, c'est des calculs en Rust, le calcul scientifique sur Rust, mais sans GPU.
Merci, je vais m'arrêter là. Du coup, ça reste de l'OpenCL en Rust. Est-ce qu'il y a des initiatives pour avoir du Rust sur PDU, c'est-à-dire vraiment du Rust et du Rust? Bah, ce serait vachement bien. Alors, j'ai vu, il y a quelques projets qui ont commencé là-dessus. Je n'ai pas testé, en fait. J'ai vu qu'il y avait un petit quelque chose, mais ça a l'air d'être un projet un peu personnel. C'est un peu comme Initial, c'est-à-dire c'est les gens qui font des tests. Il y a des trucs qui ont l'air d'à peu près déjà commencer à fonctionner, j'ai l'impression. Mais il n'y a pas de gros projets vraiment. Oui. Et bon, là, moi, je suis dans un projet ANR qui s'appelle OptiTrust. Je ne sais pas, vous en avez peut-être entendu parler, non? C'est un projet qui consiste à faire des transformations de code en C ou en Rust, mais en garantissant que le code transformé respecte exactement la même sémantique que le code initial et qu'il n'y a pas eu de bug introduit entre-temps. Donc, c'est Arthur Charguero qui a obtenu ce projet ANR et il fait de la preuve de programme. Donc, lui, il fait des optimisations de code avec des garanties que le code modifié a exactement les mêmes caractéristiques que le code initial. Et il fait ça en C et en Rust. Donc, l'avantage d'OpenCL, c'est que comme c'est du C, si on fait des transformations de code, on peut peut-être passer ça dans des moulinettes. Donc, moi, ce que j'aimerais bien, si j'avais le temps, ce serait de faire justement, de pouvoir réécrire les kernels OpenCL en Rust. Un langage qu'on pourrait appeler Rust-CL, qui est un sous-ensemble de Rust, parce que Rust, c'est un truc absolument énorme. Donc, si on commence à mettre des trucs trop compliqués, c'est pas possible. Mais en gros, si on met les slices de Rust, qui sont la gestion des tableaux et une gestion élémentaire des boucles, et qu'ensuite, on fait un transpiler qui va convertir ce code en C, et puis ensuite, on l'envoie à OpenCL, et ensuite, on peut imaginer toutes les transformations de code avec des garanties de préservation. Je pense que ça sera un projet pas forcément très compliqué, sauf que moi, je n'ai pas les compétences, pour le faire directement. Donc, il faudrait que j'en discute avec des gens qui font de la compilation ou de la transformation de code. Voilà. Donc, c'est un des trucs que j'aimerais bien faire, mais là, pour l'instant, ni les forces, ni le temps pour le faire. Mais c'est intéressant, effectivement. C'est ça qui serait intéressant. Et je trouve que le passage par OpenCL, c'est pas inintéressant. Parce qu'en fait, ça commence à devenir un truc assez mature, OpenCL. Donc, c'est vraiment un truc de bas niveau qui est assez mature au niveau des drivers. Et donc, c'est quelque chose qui est pas mal pour faire un truc qui passe à peu près sur toutes les architectures sans trop faire d'efforts. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. On est obligé de tout reprogrammer à chaque fois. Au niveau des perfs, c'est assez efficace, quoi. Ma deuxième question, plus là de Rust, c'est le langage, les preuves qu'il y a à la compilation, effectivement, ce que tu disais, hein, sur pas de sector, pas de. C'est des choses qui sont critiques quand on fait du, la programmation concurrente ou un navigateur web, quelque chose comme ça. Il y a, Ouais. là, il y a des threads qui sont créés dynamiquement en permanence, des données qui sont passées de thread en thread. Dans le calcul parallèle, on a finalement des patterns qui sont beaucoup plus simples, des boucles parallèles, les allocations sont avant, désallouées après. Est-ce que ces preuves apportent autant pour le calcul parallèle? Alors, moi, j'avais prévu de parler d'un truc, d'une parallélisation d'un algorithme de résolution de système linéaire creux, où c'est pas si évident que ça, en fait. Non. Donc, il y a- là, avec Rust, on peut faire des trucs sympas, avec des garanties. Ça dépend des patterns, hein, je suis d'accord. Évidemment, quand tu as une bonne vieille boucle. Mais là, dans MiniCL, par exemple, la boucle, elle est gérée par Rust, par OpenCL. Et si tu te trompes dans la boucle, ça plante, hein. Là, ce qui est garanti, c'est la partie qui est moins évidente, en fait. C'est-à-dire que si tu as des calculs asynchrones entre plusieurs GPU, au moment où tu fais tes synchronisations, tu n'as pas envie de t'embêter trop. C'est pas si simple que ça, en fait, hein. Donc là, c'est plutôt à ça que je pensais. Au niveau bas niveau, tu serres les fesses et tu essaies de ne pas te tromper, tu vois. Et puis après, quand tu as une boucle, voilà.
Après, si on avait en Rust les kernels OpenCL, on pourrait les avoir, c'est garanti du coup. Oui, voilà. Alors moi, je pensais, quand je pensais à ce que je disais tout à l'heure, c'est que si tu écris ton code, le kernel en Rust, avec enfin, comment ça s'appelle, une directive qui indique que ce sera un kernel OpenCL, le compilateur Rust, lui, il va compiler, et puis s'il y a des accès qui ne vont pas, ils vont interdire la compilation. Et ensuite, une fois que tu es passé par le compilateur Rust, dans un deuxième temps, tu passes par le compilateur OpenCL, mais là, tu sais qu'il n'y aura pas de. Tu as déjà passé une première étape, un premier nettoyage. Donc moi, je pense que ça peut être un truc assez intéressant, ça. Mais bon, si tu fais des kernels simples, ça ne va pas être vraiment critique à cet endroit-là. Je veux bien l'admettre. Je suis d'accord avec toi sur ce que tu as dit sur le fait que les patterns, quand ils sont simples. Et autrement, est-ce que c'est pas Spark EU ou équivalent de là, on aimerait avoir un Spark EU, moi, ça serait le langage idéal pour Bah, imaginer aussi complexe. j'ai pas mal fait de StarPU que je trouvais vraiment bien. Et je sais que il y a des bugs de concurrence des fois qui sont. Parce qu'en fait, euh, on est tous des adultes consentants, hein, c'est bien connu, mais on se trompe, en fait. Donc en fait, dans StarPU, quand on se trompe de type, quand on trompe si c'est le tableau en lecture, écriture ou pas, bah, on fait une erreur à cet endroit-là, bah, après, il y a tout qui peut partir en cacahuète. Effectivement, si on oublie de dire qu'au fait j'écris, Oui, voilà. là c'est fini. Voilà, donc il y a des trucs comme ça. Donc là, l'avantage de Rust, en fait, je répète, c'est assez bête, en fait, hein. C'est juste que le compilateur ne va pas permettre de faire des bêtises. Je ne sais pas s'il accepterait une commute. Non. Oui, alors le commute qui est utilisé largement hein, en PNP aussi, ils veulent l'ajouter. À voir. Je ne sais pas comment l'exprimer.